This meeting is being recorded. Voilà, allez, c'est Hello, parti. Corinne. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, vous êtes là, arrivés tout droit dans l'Institut IMA, Institut des métiers de l'accompagnement, qui est un organisme de formation qui prépare à devenir psychopraticien ou thérapeute psycho-émotionnel, selon bien sûr le nom qu'on veut lui donner, ou qui prépare simplement à enrichir sa pratique, toujours sur la notion de psychologie et d'accompagnement. Donc, les croyances limitantes, ce soir, on va un petit peu les aborder plutôt, parce qu'on pourrait les aborder de plein de manières hein, différentes. D'ailleurs, dans nos cabinets, si on est déjà installé, chaque jour, c'est un sujet à part entière. Alors, j'ai pas décidé ici de vous redéfinir ce qu'est qu'une croyance limitante, parce que je pense qu'ici, on a des personnes qui sont déjà un petit peu au fait. Bon, après, comme son nom l'indique, hein, c'est une croyance qui nous limite, ni plus ni moins, dans l'avancée de notre vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle. Les croyances font partie de notre vie. Nous en avons, nous ne pouvons pas faire autrement que d'en avoir. Nous vivons avec. Certaines nous portent, certaines nous freinent. On va s'occuper de celles qui nous freinent et plus particulièrement qui freinent ou les futurs thérapeutes ou les thérapeutes en activité. Donc c'est vrai que ce live, cet atelier, cette masterclass, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, elle a vraiment deux cibles, hein. Les personnes qui ne sont pas installées, les personnes qui ne sont pas formées et les personnes déjà installées. Alors, à qui s'adresse ce live? Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils, vous êtes peut-être passionné par la psychologie, vous n'osez pas vous lancer dans l'accompagnement, vous êtes peut-être déjà installé, mais votre cabinet ne se remplit pas encore, ou vous pratiquez, vous avez déjà une pratique de sophro, de coaching, d'hypnose, mais vous ne vous sentez pas encore vraiment légitime pour travailler plus en profondeur, pour aller dans des domaines plus psychologiques. Alors, juste un petit instant. Tu peux couper les micros, s'il te plaît? Et puis, Bon appétit, Étienne. non, il ne mange pas, on a mangé déjà, hein, Françoise. J'entendais des bruits de fourchette. On va couper les micros. Si bien sûr, vous voulez parler, vous pourrez rallumer votre micro, mais Oui, c'est juste, voilà, c'est juste pour éviter les bruits parasites. Alors, à qui ne s'adresse pas ce live? C'est si vous avez un cabinet qui fonctionne, que vous avez vraiment pleine confiance en vous, vous vous sentez complètement OK, vous ne vous souciez pas du tout de votre avenir avec votre profession actuelle, vous avez déjà franchi le cap, oh j'ai fait des fautes, et vous ne vous sentez pas du tout, vous vous sentez à la hauteur de tout ça, ou vous n'êtes pas passionné par la psychologie et le développement personnel, ou vous n'êtes pas prêt à changer quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas prêt à changer quoi que ce soit, forcément, tout ce que je vais vous proposer là ne va pas vous intéresser. Alors, donc moi je suis Catherine, fondatrice donc des Instituts des métiers de l'accompagnement, avec Étienne qui est avec moi et qui est mon mari. Je suis infirmière de santé mentale depuis plus de 30 ans. Maintenant, à force de dire 30 ans, ça y est, on a dépassé les 30 ans. Ça me donne un côté vachement jeune, ça. Je suis psychopraticienne depuis plus de 10 ans. J'ai ouvert 4 cabinets qui ont tous très bien fonctionné. Je dis qui ont tous très bien fonctionné. Je parle au passé parce que je suis en train d'arrêter mon cabinet pour ne faire plus que de la visio, mais mon agenda est toujours bien rempli. J'ai accompagné déjà plus de 1000 personnes en psychopratique. Et aujourd'hui, donc, je forme des élèves à devenir thérapeutes, donc qui sont en nombre ici ce soir. Et voilà, j'ai fait en tout et pour tout 4 années de formation avec des approches psychothérapeutiques plus ou moins variées. Voilà. OK. Alors, peut-être que vous êtes ici parce que vous voulez devenir thérapeute, mais que vous avez vraiment des peurs ou des blocages. Vous vous posez peut-être 1000 questions sur votre légitimité, sur l'argent, sur le regard des autres. Les thérapeutes sont très, très souvent, alors je ne vais pas faire des généralités, mais un petit peu quand même parce que c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, thérapeute ou futur thérapeute, toujours très sensible au rapport entre ce qu'on fait, l'accompagnement et l'argent.
ça reste toujours le petit truc où là, ça coince un petit peu. Et puis, bien sûr, si vous attendez un signe de l'univers pour savoir si c'est le bon moment, si vous êtes connecté à l'univers et en vous disant, ah là, il m'a envoyé un signe, c'est le moment. Bon, alors c'est une bonne méthode, pourquoi pas. Je suis très branchée loi de l'attraction, mais il faut quand même revenir sur Terre et il y a quand même des choses à mettre en place. Voilà, bon, on va essayer de dégommer un peu tout ça ensemble. Alors, une des croyances, enfin, les croyances qu'on a le plus et que moi j'entends quasiment toutes les semaines, mon cabinet est vide, c'est normal, il n'y a plus de pouvoir d'achat. Ça, je pense que ça vous parle, ça? Vous pouvez utiliser le chat, hein, si le pouvoir d'achat. Moi, je l'entends toutes les semaines, hein, quasiment. Oui, il n'y a que Guillaume à qui ça parle. Tout le monde pense. Ouais, non, ok, Rachel, ok. Comment répondre quand on me demande si c'est remboursé par la Sécu? Bah oui, puisqu'il y a depuis un an maintenant, hein, peut-être, enfin ça a été en place, ouais, ça a été mis en place il y a un an, où il y a Oriane qui dit oh oui, voilà. Les psychologues maintenant sont remboursés par la Sécu, donc on se dit oh là là, où va-t-on trouver notre place? Est-ce qu'on va encore avoir des clients? Il y a aussi cette question ou cette croyance que j'entends souvent dès que je fais un appel découverte avec des personnes ou que j'entends de mes élèves, des fois en tout début de parcours. Et moi, je suis qui pour accompagner les autres? Quelle est ma légitimité dans le fait de pouvoir guider quelqu'un? Et puis, il y a aussi cette croyance, c'est je vais pas savoir quoi dire en séance, je peux bien me lancer, mais je ne vais pas savoir quoi dire et j'ai très peur que bah, voilà, quelqu'un me déballe quelque chose et que je me retrouve coincée. Voilà, c'est à peu près ces quatre croyances-là à laquelle on va essayer de répondre et on va essayer d'amener des choses qui vont peut-être vous aider à changer d'opinion à la fin de ce live, je l'espère, au moins j'espère pour l'une des croyances. Alors, On va déjà parler, euh, on va déjà parler de pouvoir d'achat qui va venir s'opposer à la valeur perçue. Je suppose que vous avez tous, enfin, moi ça m'est arrivé, je pense que ça vous est arrivé, vous payez pour des choses qui ont une importance pour vous. Alors, ça peut être d'avoir des jolis ongles, parce que c'est la grande mode. Alors, je sais bien qu'on a des hommes là ce soir, hein, mais c'est la grande mode de l'onglerie avec des ongles absolument magnifiques. Et je ne sais pas le coût exact, mais je crois que c'est minimum au moins 70 euros pour se faire de beaux ongles. On peut parler aussi d'aller chez le coiffeur. Aller chez le coiffeur, ça coûte très cher. C'est si on veut un petit peu changer de tête, hein, j'entends. Hein, c'est pas la coupe classique. En fait, c'est combien vous seriez payé pour reprendre confiance en vous. Combien vous seriez prêt à payer si quelqu'un vous disait, moi, tu payes chez moi et tu ressortiras, tu auras confiance en vous en toi, tu seras mieux, tu seras plus léger, tu vas prendre les choses différemment. Tout ton stress, ton anxiété, elle va disparaître. En fait, il faut comprendre que les gens sont prêts à payer pour ce qui est important pour eux, pour l'épine que vous allez leur enlever dans le pied. Parce qu'ils peuvent marcher, il n'y a pas de problème. Ils ont marché avant vous, ils marcheront après vous. Par contre, ils ont un caillou dans le pied qui les empêche de marcher. Et ça, ils ne savent pas comment l'enlever. Et ils ont besoin de quelqu'un, parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu un caillou dans une chaussure. C'est pas grand-chose un caillou dans une chaussure. Mais alors, qu'est-ce que ça empêche d'avancer? Qu'est-ce qu'on n'est pas bien? Finalement, on se dit que ben, on va peut-être pas aller là où on devait aller, on va raccourcir son chemin et puis peut-être même annuler certaines choses. En fait, ce que vous devez changer, c'est la valeur perçue de ce que vous amenez. Il faut vous dire que la majorité des thérapeutes ont un cabinet vide parce qu'ils ne savent pas parler de leur activité. Mais c'est un pourcentage assez énorme, on le verra tout à l'heure. On va prendre, moi j'aime bien faire toujours un comparatif entre le psychique et le physique. Imaginez un relooking. Un relooking, ça coûte cher un relooking. Il y a quelqu'un qui a déjà fait un relooking ici?
Vous avez déjà connu une personne faire un relooking? Moi, j'ai vu des personnes faire un relooking. C'est juste incroyable. Les personnes sont transformées, mais vraiment. C'est notre couleur de cheveux, c'est un autre style de vêtements, c'est waouh. Et on sent la personne c'était, je me rappelle, pour la petite histoire, quand je travaillais encore en service d'addiction, on faisait des synthèses où on était tous médecins, psychologues. Et un jour, il y a une psychologue que j'adorais, mais franchement, mais on la voyait pas, quoi. Elle était invisible, cette fille. Pourtant très compétente, très gentille et tout, mais alors très, très invisible. Et un jour, elle arrive et là, on ne voit plus qu'elle. On ne voit plus qu'elle. Je dis, mais waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé, Élodie? C'est incroyable. Et elle me dit, oh, je sais, elle était même tout un petit peu honteuse. Et elle me dit, j'ai fait un relooking. Et ça l'avait transformée. Elle avait une couleur de cheveux, mais qui la rendait tellement belle. Elle avait des vêtements qui lui allaient, mais vraiment, on la voyait, on ne voyait plus qu'elle, mais dans le bon sens du terme. Et bien sûr, elle a continué elle s'était saisie des conseils qu'elle avait reçus, et on sentait dans sa manière de parler, dans sa façon d'être, il y avait quelque chose qui avait changé. Et elle avait payé pour un relooking. Je pense qu'un relooking, un vrai relooking fait par quelqu'un de professionnel, ça doit coûter peut-être même 200, 300, 400 euros, j'en sais rien. Mais elle avait investi sur elle. Ouais, Oriane, tu fais ça, peut-être plus. Hein. Franchement, je connais pas les tarifs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que elle a vraiment investi sur elle et ça a changé quelque chose. Et je suis sûre que si je lui demandais, mais même 2 années après, est-ce que tu aurais à nouveau investi dans ton looking? Mais ma main a coupé qu'elle m'aurait dit oui, c'est sûr que j'aurais réinvesti. Euh, on est au-delà de 500 euros. Ouais, certainement. Donc, votre job à vous, c'est quoi? C'est de montrer que votre accompagnement est une priorité, que ce n'est pas que c'est trop cher, c'est juste que vos futurs clients ne voyaient pas encore, ils ne voient pas encore la valeur que vous proposez. Donc, votre objectif, ça va être quoi? Ça va être d'apprendre à expliquer ce que vous faites. Et puis, comme vous êtes là au live et que vous avez pris le temps de manger vite ou que vous n'avez pas encore pris le temps de manger, eh ben, ou peut-être que vous mangez encore, je vais vous donner des petites astuces pour travailler ça. Une autre chose à savoir avant. Chaque jour sur Google, il y a des millions de personnes qui font une recherche pour du bien-être ou de la thérapie. Vous avez une seule question à vous poser. Comment ces personnes vous trouvent? Parce que dans des millions de personnes qui cherchent, vous n'avez pas besoin de millions de clients ou de patients. On est bien d'accord. Ou alors, vous êtes très, très gourmand et très ambitieux, et auquel cas, je pense que vous n'avez pas besoin de moi. Donc, d'une part, posez-vous la question, comment ces personnes me trouvent? Deuxièmement, fixez-vous un objectif de clients pour vivre. Si vous ne savez pas combien de clients vous devez trouver chaque mois pour votre objectif, eh bien, vous n'allez pas pouvoir poser des actions concrètes. Vous n'aurez pas de chiffres dans la tête et ça va être très, très compliqué. On parlait de loi de l'attraction, attendre les signes de l'univers. Pour demander à l'univers quelque chose, il faut pouvoir être précis. Il y a une étude de Doctolib qui a dit qu'entre juin et septembre 2021, l'activité des psychologues a augmenté de 13%, des psychologues et des psychiatres. Ce qui veut dire, de toute façon, qu'il y a une demande accrue dans la thérapie ou dans la relation d'aide. Et ça, je vous parle de septembre 2021. On est en 2025. Donc, on peut imaginer que ces chiffres, ils n'ont fait que augmenter, ça c'est sûr. C'est notoriété publique, les demandes j'allais dire, plus les thérapeutes se font connaître, plus ça va déclencher du besoin. Donc, ça, c'est une question à vous poser. Comment on me trouve? Hormis le bouche à oreille. Le bouche à oreille, aujourd'hui, on va le laisser complètement de côté. Le bouche à oreille, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut pouvoir savoir comment on vous trouve. Si vous n'avez pas la réponse à cette question, et ça, c'est aujourd'hui et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous devez vous poser cette question, comment on me trouve? Alors là, bien entendu, il y a des personnes qui sont qualifiées pour ça. Moi, c'est pas spécialement mon cas. Après, bien sûr, je sais ce qu'il faut faire à peu près, mais sachez que
il faut vous poser cette question-là tout le temps. Alors, donc, je vous propose d'agir maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès demain pour commencer à casser cette croyance? Tu n'arrives pas à l'admettre? Attends. Excusez-nous. Non, elle est en participation au cours. Elle a du mal à se connecter après. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant? Premièrement, publier sur des posts sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas de page Facebook, pas de page Instagram, pas tout ça, il va falloir commencer à vous pencher là-dessus et commencer à créer des choses. La chose qui marche super bien, c'est de parler de ce que vous faites à tout le monde. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'ai saoulé les gens à côté de moi pendant des années, des années, des années. Mais des fois, presque au risque de perdre certains amis, mais j'ai saoulé les gens, vraiment. On ne pouvait pas ignorer ce que je faisais, c'était pas possible. Donc, parlez-en. Parlez, 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 parlez. Soyez fiers de ce que vous faites et parlez, mais partout. C'est-à-dire que il vous faut avoir au moins un minimum des cartes sur vous. Et ces cartes, vous n'allez pas les déposer devant un comptoir de boulangerie. Ça ne sert à rien parce que votre carte, elle va se perdre avec 15 000 cartes. Par contre, vous parlez avec quelqu'un, hop, là, vous donnez une carte. Vous donnez une carte quand vous parlez avec une personne. Vous êtes dans un supermarché, vous entendez deux personnes qui discutent, qui disent «Oh là là, ça va pas bien, mon mari, il est dépressif en ce moment et tout.» Ah ouais, votre mari est dépressif? Mais si vous voulez, moi, je viens d'ouvrir un cabinet, je suis à l'angle de la rue, là, si vous voulez, vous pouvez lui dire qu'il vienne me consulter. Si elle donne pas sa carte à son mari, elle le donnera peut-être à quelqu'un d'autre, peut-être à sa collègue le lendemain. Parlez de ce que vous faites. C'est vraiment un acte qui va modifier les choses. Augmentez vos tarifs. Il n'y a rien de pire qu'un tarif qui est trop bas. Pourquoi? Parce que pensez bien que la personne, elle vient chercher une valeur. Donc, si le tarif, je pense que vous l'avez peut-être tous expérimenté, quand vous allez, ne serait-ce que vous achetez, par exemple, un vêtement. Qui s'est déjà payé un vêtement un petit peu plus cher que ce qu'il fait d'habitude? Est-ce que ce vêtement, on n'en prend pas soin de manière différente? Si on achète le fameux pull noir tradi chez Kiabi à 10 ou 15 euros, ouais, on va le mettre. Mais par contre, si on achète un vêtement de bonne qualité, de bonne manufacture, je sais pas, dans quelque chose qui va correspondre à nos valeurs, peut-être une fabrication française ou une texture qui va être de qualité, qui va être un petit peu plus haut de gamme, on va pas laver ce pull-là de la même manière. On va des fois même le mettre qu'à certaines circonstances. On va en prendre soin parce qu'on aura investi dans ce vêtement. C'est exactement la même chose pour vos accompagnements. Plus les personnes vont avoir un investissement qui vont correspondre à la valeur qu'elles ont envie de se donner, plus ça va être aligné avec elles et plus ça sera OK. Et l'investissement de la personne sera aussi différent. Donc, vos tarifs, vous pouvez les augmenter. Regardez ce qui se passe autour de vous. La dernière fois, je ne sais plus où est-ce que j'étais. J'ai vu des tarifs d'une psychologue à 35 euros. Ah oui. Eh ben, moi, j'y vais pas. Moi, j'y vais pas, clairement. Ouais. Je sais plus où est-ce que c'était. 35 euros, c'est pas possible. On se demande ce qui va se passer ou alors on pense que ça va durer très peu de temps. Là, j'avais pas d'informations sur 35 euros, c'est OK si c'est 30 minutes, mais pas 1 heure. Sinon, ça donne pas de valeur vraiment à ce qui va se passer et on n'est même pas sûr qu'on va ressortir avec quelque chose. Donc, une des premières choses à faire, ça va être de travailler sur votre propre valeur. Comment vous allez pouvoir percevoir votre propre valeur. C'est ça qui va vous donner toute la légitimité de parler de votre cabinet, de vos prix et de pouvoir vous vendre. Je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais pour autant, il est nécessaire et il est indispensable. Ça va? Alors, il faut savoir surtout que les gens mettent comme mots-clés pour pouvoir les utiliser. Oui, mais tes mots-clés, de toute façon, ce que tu veux, oriente-toi, c'est que les gens, ils viennent te voir pour toi. Donc, ça t'oblige à aller voir effectivement
qu'est-ce que ta cible? Si je parle de cible, ça parle à tout le monde ou pas? La cible, c'est la personne, à qui on va s'adresser en fait, hein. Il faut que tu saches, toi, quels sont les mots que ta cible utilise pour les utiliser dans tes mots-clés. J'ai un qui m'a... Alors, Raphaël qui dit, j'ai eu cette conversation avec un collègue qui a sa prestation de 45 minutes à 20 euros. Nous n'étions pas d'accord. Bah oui, non, mais 45 minutes à 20 euros, on est bien d'accord, mais c'est pas possible, quoi. Ou alors, faut être bien clair dès le départ que on est dans le démarrage, qu'on a besoin de bêta-testeurs. Là, pour le coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pas une fois qu'on est lancé. Ça va pas donner un gage de confiance, hein, en fait, hein. C'est quand même bonsoir, Cécilie. Il mange des cailloux. C'est quoi que tu as voulu dire, Oriane? Oui, c'est qu'il ne mange rien. Ah, il mange des cailloux, d'accord, ok. Bah oui, non, mais c'est clair que il faut bien penser, mais on va en parler, il faut bien penser que c'est une entreprise qu'on gère. Euh, on n'est pas le bouteux du coin à un moment donné. Vous avez besoin de mettre à manger dans vos assiettes. Vous avez besoin, si vous avez des enfants, de les habiller. Vous avez besoin d'avoir une voiture pour vous déplacer. Et tout ça, c'est pas en faisant des séances à 20 euros qui, en plus, une fois que vous allez enlever les charges, ben, il va vous rester 3 euros, quoi. Alors, comment passer à l'action? Que quand même, je vous donne des billes, hein, c'est important. Une chose que je me rends compte, euh, rarement les pitchs sont préparés. Qu'est-ce qu'un pitch? C'est un discours clair et impactant qui va susciter, pardon, l'intérêt immédiat de votre cible. Donc, ce pitch, il doit être réalisé de deux manières. Il doit être réalisé en écrit, c'est-à-dire que vous puissiez le mettre régulièrement là où vous avez besoin, et il doit être fait à l'oral. C'est-à-dire que vous devez vous entraîner à pitcher ce que vous faites de manière simple, extrêmement simple. On a tous écouté quelqu'un qui nous parlait de son boulot, par exemple quelqu'un qui était dans la comptabilité, qui vous sort des... Françoise qui était chez nous il n'y a pas plus tard que 15 jours, je discutais avec mon fils, on n'utilisait que des acronymes du milieu hospitalier, elle ne comprenait rien, elle me disait non mais vous pouvez pas parler normalement, je comprends rien. Et oui, parce qu'on a tellement l'habitude de discuter entre nous qu'on a oublié que bah, pour les autres c'était du langage non... Enfin, c'était pas du tout compréhensible. Donc, et souvent, comme on est dans une expertise, on a tendance à parler des choses sans se rendre compte que les mots sont pas compris par les autres. Donc, un pitch, c'est quoi? Ça démarre par une accroche percutante. Tout de suite, on doit savoir, on doit savoir. Donc là, je vous ai mis une accroche percutante, plus si c'était à l'écrit. Si c'est à l'oral que vous rencontrez quelqu'un, bien sûr, c'est pas avec ça. Mais par exemple, là, savez-vous que 70% des personnes hésitent à consulter un accompagnant par manque de clarté sur leurs besoins. C'est-à-dire que les gens ne savent pas ce qu'ils ont besoin. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous démarrez avec une accroche percutante du style, je ne sais pas, ben moi, là, j'ai fait une accroche en fait par rapport aux crises d'angoisse, hein. Vous avez des crises d'angoisse régulièrement au moment où vous êtes au repos. Parce que c'est là que les crises d'angoisse arrivent. Ça arrive pas, elles n'arrivent pas quand il y a une vraie peur, hein. C'est pas drôle sinon. L'inconscient, il ne voit pas trop pourquoi il ferait ça. Il ferait ça au moment où on s'y attend le moins. Vous faites partie des personnes qui ressentent de l'angoisse juste avant de s'endormir ou qui va être prise d'attaque de panique au moment où elle s'y attend le moins. Ah, là, tout de suite, on a l'accroche percutante. Ok, c'est de moi dont ça parle. Si je fais des crises d'angoisse, c'est de moi dont ça parle. Si je fais pas de crise d'angoisse, c'est pas de moi dont ça parle, donc c'est pas grave, je vais voir quelqu'un d'autre. Et c'est tant mieux parce que c'est pas la personne. Vous avez besoin d'attirer votre cible. Si vous commencez par vous n'avez pas confiance en vous dans le domaine professionnel. Ah, ben celui qui est en train de se chercher, ça va lui parler. Vous n'arrivez pas à vous arrêter de manger entre les repas. Hop, tout de suite, ça percute. Ah, mais c'est moi ça, je grignote tout le temps. Hop, ça me ressemble. Vous voyez, c'est ça qu'il faut aller chercher. Ensuite, suite à ça, on va faire une présentation rapide. Je suis qui? Je fais quoi? Je m'appelle Catherine, je suis psychopraticienne et j'aide les personnes à retrouver confiance en elles et se libérer définitivement des crises d'angoisse.
définitivement des crises d'angoisse. Si je fais des crises d'angoisse, franchement, ça m'attire. Je me dis, que clairement, j'ai peut-être trouvé la bonne personne pour m'aider. Et puis, en quoi, toi, tu vas être différente de la personne d'à côté? Quels sont tes outils, toujours de manière simple, très, très simple, hein? On ne vient pas utiliser j'utilise des approches systémiques, j'utilise la Gestalt thérapie ou j'utilise... Non, 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 on va dans le plus simple. Je vais t'aider à reprendre le contrôle de ta vie. Je vais t'aider à te libérer de tes crises d'angoisse avec des outils, effectivement. On peut nommer quelques outils qui sont assez connus, mais on va à l'essentiel. Et ensuite, on incite à poser une question, à prendre un rendez-vous. Si tu veux que tes crises d'angoisse appartiennent enfin au passé, écris-moi ou réserve un échange avec moi. Ou prends rendez-vous. Votre pitch, vous allez aussi l'adapter aux personnes qui sont devant vous. Parce que ce pitch, il doit vous servir, un, à parler à monsieur, madame, tout le monde. Deux, à parler à des professionnels de santé. Trois, j'en sais rien, au mécano du coin qui connaît rien et que sa femme souffre de crise d'angoisse. Donc, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. Mais il faut pouvoir l'adapter à tout le monde. Ou à un scientifique. Peu importe, ça sera toujours votre domaine d'expertise à vous. Et puis ça, on s'entraîne devant le miroir. Et on y va. Et on le répète. En fait, vous devez le connaître par cœur, votre pitch. Et pour ça, bien entendu, ça aura mérité que vous clarifiez exactement ce que vous voulez proposer. On cible au maximum. Après, bien sûr, on peut très bien cibler les crises d'angoisse, mais on va travailler, bien entendu, avec des problèmes relationnels, avec plein d'autres choses. Hein, c'est une façon de s'adresser aux personnes qui auront besoin de vous. Publier sur les réseaux sociaux, comment? Ce que je vois parfois, c'est que beaucoup de gens publient en utilisant qu'un type de publication. Et ça, c'est une erreur monumentale. Il faut que vous alterniez. Pour ça, je vous ai mis un tips qui s'appelle Comment créer du contenu, les 4 A pour créer du contenu percutant. La première des choses, il va falloir faire des publications d'affinité. Parler de vous, parler d'une expérience personnelle, envoyer un message fort en lien avec une expérience personnelle. Vous n'allez pas forcément dire vous avez des enfants, un chien, une maison à la campagne ou je ne sais pas quoi, mais vous avez une idée à partager. Je sais plus, une fois, qu'est-ce qu'on avait pas... France, elle est là ou pas? Une fois avec France, on a eu la trouille de se faire agresser. Hop, je l'ai partagé. Ça va susciter le débat. Quand ça suscite le débat, votre post, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plaire à Facebook et il va être partagé. Ensuite, vous pouvez alterner avec une publication d'autorité. Là, vous allez montrer votre expertise en vous positionnant. Parce que la principale erreur sur les réseaux sociaux, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Acceptez que vous allez vous faire malmener. C'est pas grave. Dans la vraie vie, c'est pareil. Les gens qui vous aiment pas, c'est juste qu'ils vous aiment pas et c'est pas grave. Il y aura toujours des gens qui vous aimeront pas. Renforcez-vous par rapport à ça. Vraiment, renforcez-vous. Et là, on peut se positionner avec ce que j'appelle l'antivision. L'antivision, c'est ce qui va permettre à des gens de se coller à vous, de se coller dans votre vision. Ils vont dire, ah mais moi aussi, ça me fait chier ça. Moi aussi, je veux pas de ça, donc je suis d'accord avec elle. On réunit plus de gens avec de l'antivision qu'avec de la vision. Parce qu'on peut très bien dire, oui, moi je suis pour la vision, de la bienveillance et tout ça, donc forcément, oui, les gens vont être d'accord avec vous, mais ça, tout le monde le dit. Par contre, moi, j'ai une antivision, par exemple, je suis contre les thérapies dégoulinantes. Ce que j'appelle les thérapies dégoulinantes, c'est toutes ces publications où je vois des thérapeutes dire venez dans mon espace cocooning où tout va être rose et vous allez flotter sur un nuage. Ça, c'est bien pour du bien-être. Ça, c'est OK pour du bien-être, pas pour de la thérapie. Et vraiment, ça, c'est mon antivision.
On ne permet pas à quelqu'un de changer en le berçant comme un bébé, hein. Ça ne fonctionne pas. Il faut le mettre au travail. Quand demain, vous allez embaucher à votre travail, on ne va pas venir vous materner. On va vous demander de faire des efforts. Dans un travail thérapeutique, nos patients vont devoir, ou nos clients vont devoir faire des efforts. Donc, promettre à quelqu'un que ça va être merveilleux et qu'il va vivre son meilleur moment, non, parce que parfois, et franchement, il ne va pas vivre son meilleur moment. Et c'est bien ça qui va le mettre, c'est bien ça qui va lui permettre de changer. Et mieux encore, c'est ça qui va faire qu'il va être vachement fier de lui. Ensuite, vous pouvez faire une publication sur l'attraction. C'est-à-dire que là, vous allez faire une publication et à la fin de cette publication, vous allez mettre soit votre site, soit inviter à aller sur votre page de manière à ce que vous puissiez mettre en avant vos différents supports. Mais si vous mettez que des sites d'attraction, eh bien, votre audience va se sentir un peu utilisée. Elle va dire, bah, c'est pas cool, à chaque fois, il y a une invitation à quelque chose. Par contre, parce qu'elle aura aimé que vous parliez, je sais pas moi, de l'importance de tenir son chien en laisse dans les espaces publics, ou qu'elle trouvera chouette que vous puissiez partager que, tiens, vous sortez d'un stage de développement personnel, que vous avez appris une nouvelle technique, elle va aimer que vous passiez quelque chose où elle va pouvoir venir vous rejoindre. Et puis, on peut avoir vraiment des publications d'actions concrètes avec voilà, prise de rendez-vous. Ça peut être le partage d'un lien Resalib, par exemple, ou psychologue.net ou autre. Vraiment, là, on est dans, ça y est, j'ai un cabinet, un gestionnaire de rendez-vous. C'est le moment, tu peux réserver un appel, tu peux rejoindre mon groupe ou tu peux commenter mon post. Voilà, c'est parce que vous pourrez alterner sur 4 de ces publications que vous allez pouvoir commencer à créer de l'audience et être visible. Alors, avec mon ami, on a appris que le langage moldu n'est pas compris par tous. Qu'est-ce que tu entends par le langage moldu? Alors, vois la référence à Harry Potter, il n'y a pas de souci. Ben, pardon, en fait, c'est lorsqu'on parle de termes, des techniques, par exemple, ou vraiment des choses qui permettent justement de dénouer une situation. On emploie par exemple des termes, des techniques, et en fait, lorsqu'on l'utilise dans les posts, ben, parfois les gens ils ne comprennent pas. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup revu notre manière de penser et de communiquer là-dessus. Tout à fait. Sauf si on veut s'adresser à une cible déjà experte, par exemple. Voilà. Mais c'est hyper important d'utiliser les bons mots et ça, tu as bien raison. Tu te souviens de ton premier hater? Oui, oui, Hater? oui, oui. Ok. Et on en a tous, hein, on en a tous, oui. Oui, 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 moi j'en ai une bonne ribambelle aussi. J'ai certaines pubs qui déclenchent aussi des haters. C'est-à-dire que quand je propose sur mes publicités de pouvoir se former, devenir psychopraticien sans reprendre 5 ans d'études, sans diplôme et sans quitter son métier actuel, je peux vous dire que j'ai une bonne ribambelle de psychologues derrière moi qui sont pas très très contents. Mais voilà, après, je leur dis, comme je leur dis toujours, et là, je crois qu'il y a des psychologues ou des mamans de psychologues, elles le savent très bien que ce qu'on apprend aujourd'hui dans la formation n'est même pas vu sur le cursus des 5 ans de psycho. Et comme je réponds toujours à à ces fameuses personnes, parce que j'ai des psychologues qui très amie, je travaille étroitement avec des psychologues sans problème, mais il y en a pour qui la pilule passe pas. Et comme je leur dis, vous êtes fait rouler dans la farine, ce n'est pas de ma faute, fallait venir me voir plus tôt. Vous n'auriez pas perdu 5 ans. Voilà, sauf si on veut bosser en institution. Allez, on continue. Alors ensuite, travailler sur sa valeur. Je vous ai préparé 3 questions auxquelles il va falloir que vous puissiez répondre dans votre tête ou sur votre feuille. Est-ce que vous avez déjà sous-estimé vos compétences ou vos expériences en vous disant que ce n'était pas assez pour réussir? Est-ce que vous répétez certains schémas, personnels ou professionnels, qui vous limitent dans votre évolution? Et est-ce que vous avez grandi avec les croyances qu'il faut travailler dur pour mériter de l'argent
ou que aider, ce n'est pas compter. C'est-à-dire que si on aide, normalement, on ne fait pas trop payer, sinon, c'est pas vraiment de l'aide. Donc, si vous avez répondu oui à l'une de ces croyances, qui sont souvent reliées à des schémas inconscients, hein, ce sont des choses qu'il va falloir travailler rapidement, parce que ça va vraiment vous bloquer. Le rapport à l'argent, le rapport au fait de mériter de l'argent en lien avec l'aide, c'est ce qu'on appelle aussi souvent les plafonds de verre. Ça vous parle, ça, les plafonds de verre ou pas? Ah, il y a des oui, il y a des oui, d'accord. Le plafond de verre, en fait, c'est comme un, on parle de briser ces plafonds de verre. Briser ces plafonds de verre, c'est quand à un moment donné, on s'autorise à rêver plus grand. On s'autorise à gagner plus sans forcément travailler plus. On s'autorise à se dire, c'est bon maintenant, je me détache de ce que j'ai vécu ou je me détache des croyances de mes parents, parce que, ou de mes parents ou de mon lieu de vie. Parce que on s'en rend même pas compte. Mais qu'est-ce qu'on a été conditionné? Qu'est-ce qu'on a été conditionné par cette fameuse éducation judéo-chrétienne qu'on a à peu près tous vécue et qu'on vit depuis au moins 3000 ans, qui est là dans oui, mais il y a le côté un peu péché en fait, hein. Et là, il est vraiment important de sortir de ça. Pourquoi? Parce que gagner de l'argent n'est pas une faute. On n'a pas à se sentir coupable de gagner de l'argent. D'une part parce que vous travaillez pendant ce temps-là. Vous n'êtes pas en train de vous faire bronzer sur votre transat. Vous n'êtes pas avec vos enfants. Vous n'êtes pas en train je sais pas, de faire le ménage chez vous. Vous êtes vraiment disponible pour une personne, premièrement. Deuxièmement, euh, vous avez envie vous avez envie d'aider votre famille. Vous avez envie d'offrir peut-être des voyages, peut-être des vêtements de qualité ou peut-être tout simplement leur donner à manger dans leur assiette chaque jour. Et pour ça, il faut gagner de l'argent. Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Ça devrait être une vraie fierté, en fait. Bon, en France, on est encore complètement à la ramasse par rapport à ça. Bien d'autres pays ont beaucoup avancé sur ces notions-là, et heureusement, en France, on est quand même complètement à la ramasse. Donc, briser vos plafonds de verre, ça passe par quoi? Ben, peut-être par une petite séance avec quelqu'un, un échange de bons procédés, tiens, si vous avez dans votre... Et puis, autorisez-vous à gagner plus, visez plus grand, visez plus haut. Et vous serez beaucoup moins égoïste en fait. Parce que quand vous gagnerez de l'argent, suffisamment d'argent, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir aider des gens, vous allez pouvoir faire des cadeaux, vous allez pouvoir gâter les membres de votre famille ou vos amis. Et ça, moi je trouve que la vie est bien trop courte pour se priver de ça. Ça vous parle? L'argent, c'est comment pour vous? C'est compliqué? Alors, vous pouvez me faire oui si c'est OK pour vous de gagner de l'argent et puis me faire un petit coup non si c'est pas OK. Rachel, c'est compliqué l'argent? Ouais. Tout le monde, c'est OK? OK. Allez, on continue. Alors, je vous invite aussi, par rapport à ces croyances, notamment à cette croyance par rapport aux gens qui n'ont pas l'argent pour venir vous consulter, je vous donne un exemple, mais vous pouvez travailler chacune de vos croyances pour ça. Plutôt que de vous dire, les gens n'ont pas le pouvoir d'achat pour venir me voir, ils n'ont pas d'argent. Vous pouvez transformer ça par, je vais trouver des clients qui voient mon accompagnement comme un investissement essentiel. Et franchement, il n'y a pas longtemps, euh, pour vous donner un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'étais avec quelqu'un avec qui je faisais du partenariat au niveau marketing. Et puis, on avait fait de la pub et tout. On avait récupéré pas mal de personnes avec qui il y avait des échanges et tout. Et je lui disais, je ne comprends pas. À un moment donné, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Catherine? Ton chiffre d'affaires, il stagne. Je dis, oui, il stagne parce que je n'ai que des paiements plusieurs fois.
Il me dit, je comprends pas. Les autres arrivent à avoir des paiements en une fois, pourquoi pas toi? Ouah, voilà, à chaque fois, je m'en prenais une petite couche quand même. Hein. Et en fait, ça suffit. Je crois qu'un jour après, j'avais mon premier paiement en une fois. Dans ma tête, c'était venu débloquer quelque chose. Pourquoi les autres et pourquoi pas moi? L'état d'esprit, pour beaucoup. Hein. C'est pour ça que je vous propose de travailler ces fameuses croyances limitantes. Merde, j'ai oublié de préparer. Allez, je voudrais vous raconter une petite histoire. Ça vous dit? Si je retrouve mon histoire. Ouais, sinon, je vais vous la faire de tête. Ouais. Allez, je vais vous la faire de tête parce que j'ai oublié de la ressortir. Alors, en fait, c'est quoi cette histoire? C'est une entreprise, c'est dans une entreprise. Il y a un chef d'usine, hein, il a acheté une entreprise qui fonctionne depuis des années. Et, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une machine qui tombe en panne dès le début du système de production. Donc, cette machine, elle tombe en panne et elle met tout le monde à l'arrêt. Donc, il a 500 personnes qui ne travaillent pas. Donc, il fait venir la maintenance. La maintenance regarde, ils essayent plusieurs choses. Ça ne marche pas. Donc, c'est tout. Il fait venir un technicien un petit peu supérieur qui s'y connaît un peu plus. Le technicien arrive et tout, et il regarde, et il essaye des trucs, il révise des machins, et hein, toujours pas. Et là, les heures passent. Vous imaginez, hein, pour une entreprise comme ça, les heures passent, forcément. Qui dit les heures passent, dit le temps, c'est de l'argent dans une entreprise. Et puis, à un moment donné, ils disent, bon, ben, on va peut-être faire appeler comment? Il y a un mécano, là, un peu plus loin, on va le faire venir. Peut-être comme il est... Hein? Non, pas tout de suite. Et du coup, ils appellent ce mécano qui, du coup, a un petit peu un regard extérieur. Ça permet... Il regarde, il boulonne des machins, et bref, et toujours pas. Et là, il n'y a pas moyen, il faut faire appel à un expert. Et donc, ils font appel à cet expert. Cet expert arrive, il regarde, il fait le tour, et comme ça, il prend son temps, et il sort un tournevis. Il sort un tournevis, il pose son tournevis sur une vis, il fait un petit coup de vis, il enlève son tournevis, et la machine redémarre. Soulagement jusqu'au jour où le directeur de cette usine reçoit la facture. 2000 €. 2000 € la facture. Vous savez, alors et du coup, il appelle l'expert et lui dit, non, mais vous êtes gonflé quand même de m'avoir facturé 2000 €. Vous avez juste pris un tournevis. Il dit, regardez bien la facture de plus près, vous allez comprendre. Et donc, serrer la vis, 1 €. Savoir quelle vis serrer, 1999 €. Ce que vos patients ou clients viendront chercher, c'est votre question, la bonne question, à 2000 € ou à 100 € selon votre... Voilà, Étienne Filzoave, comme d'habitude. Vous voyez, c'est ça que les gens viennent chercher chez vous. C'est votre expertise. Parce que quoi? Parce que vous aurez regardé des conférences, vous vous serez formé, vous aurez fait du chemin en essayant avec des personnes, vous aurez appris au contact de vos clients, de vos patients, vous aurez payé cher des formations, vous aurez mis votre vie en parenthèse, vous aurez fait des sacrifices. C'est ça votre valeur. C'est toutes les heures passées à apprendre comment fonctionne une psyché humaine, alors que pendant ce temps-là, les autres apprennent autre chose, ils sont experts dans autre chose. Mais ça, c'est votre valeur. C'est votre tournevis, votre serrage de vis à 2000 €. Elle est chouette, mon histoire, hein? Alors, est-ce que vous savez un petit peu votre accompagnement, qu'est-ce qui change dans la vie de vos clients? Est-ce que vous pouvez me le dire? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? En une phrase comme ça, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Comment vous changez la vie des gens?
Alors, Cécilie, oui, leur qualité de vie. OK. Moi, ça me fait pas rêver, Cécilie. Fais-moi rêver. Vous pouvez prendre le micro, hein. Leur vérité, Raphaël. C'est le 18. Non, non, mais qualité de vie, tu vois, c'est ce que j'appelle un petit peu les mots valises comme confiance en soi, estime de soi, choses comme ça. J'aime bien. Si je viens de voir, qu'est-ce que tu peux changer en moi? Donner envie de croire en leur plein potentiel. Ouais, moi j'irais encore presque plus loin. Donner, vous voyez, il faut que ça parle, il faut qu'il y ait une vidéo, faut presque. Mais c'est déjà bien, hein, c'est très très bien. Prendre conscience de leurs valeurs, ok. Changer de vie, je les libère. Tu les libères de quoi? De leur mari, de leur femme? Prendre du temps pour soi. Ouais, mais prendre du temps pour soi, c'est pas une transformation. Attention, on est déjà plus dans le bien-être que vraiment la transformation. N'oublie pas, Guillaume, que les gens viennent pour avoir une transformation. Ils peuvent vouloir prendre du temps pour eux, mais souvent, ça va pas être suffisant. Moi, je dirais, Je on peux leur intervenir? redonne envie de vivre. Donner envie de vivre, oui. Qui c'est qui demande à intervenir? C'est moi, Guillaume, parce que Oui. j'arrive pas avec le chat. Euh, c'est parce que, en fait, je me rends compte que c'est tellement différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant avec le shiatsu. C'est pour ça que, du coup, euh, j'amenais ça, en fait, parce que moi, c'était les retours que j'avais avec le shiatsu. On me disait, bah oui, c'est bien, je suis content, je prends du temps pour moi. Et à côté de ça, du coup, bah oui, comme tu dis, la transformation, voilà, mais je comprends que c'est une autre. Je comprends que je me Oui. suis embarqué dans autre chose là, de complètement différent, mais voilà, qui est sympa. Bah, bien sûr, en fait, prendre du temps pour soi, on peut le faire gratuitement. Je vais au bord de la mer, hop, enfin, moi j'habite pas loin, mais je vais au bord de la mer, je prends du temps pour moi, tu vois. Et je pense qu'en shiatsu, il y a autre chose, t'amènes bien autre chose que juste du temps. C'est quasiment sûr. Donc, comprendre ses émotions, ben oui, ça c'est une belle transformation, comprendre ses émotions. Faire la paix avec soi-même, bien sûr que ça, c'est une transformation. Se reconnecter à leurs émotions, leur redonne confiance en leurs capacités. Voilà, voilà. Ça, c'est vraiment des choses, vous voyez, il faut qu'on sente que ça vibre. Faut qu'on sente que ça vibre. Ah, il y a Emilio qui nous a rejoint. Emilio est mon partenaire marketing. Voilà, qui vit au Bénin. Je ne sais pas s'il mettra sa petite caméra, mais voilà. Donc, vous allez voir des changements sur mes réseaux sociaux. Si ça ne va pas, c'est à lui qu'il faudra s'adresser. Voilà. Donc, effectivement, c'est quelle transformation vous allez proposer. Allez, on continue. Est-ce que c'est remboursé par la Sécu? Tiens, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Vous savez quoi répondre quand on vous dit c'est remboursé par la Sécu, votre soin là? Prendre soin de soi, retrouver la joie de vivre après avoir travaillé. C'est bien mieux car on investit sur soi. Ouais, Marie-Laure, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Sinon, tout le monde se retrouve un peu coincé avec cette question? Ben non, je n'ai pas Je sais pas. interrogé. Non, pas de remboursement Sécu. Ouais, il va falloir leur en donner plus. Non, pas par la Sécu, mais certaines mutuelles. Ouais, ok. Allez, je vous donne les clés. Donc, effectivement, remboursement mutuel, oui, parfois. Trouvez vite une alternative quand on vous demande ça, parce que sinon, si vous restez dans ben non, c'est pas remboursé par la Sécu, tout de suite, on peut se sentir très très mal et on peut avoir l'impression de ne pas être légitime. Restez confiant, sûr de vous et tout simplement en disant, ben, demandez auprès de votre mutuelle. Vous savez, parfois, les mutuelles remboursent. Demandez aussi les mots à mettre dans la facture. Parce que les mutuelles ne sont pas foutues de se mettre d'accord. Donc, il y en a une qui va rembourser quand c'est marqué, par exemple, hypnose.
mais l'autre ne va pas rembourser parce que c'est marqué hypnose. Il y en a une qui va rembourser parce que c'est marqué thérapie, l'autre ne va pas rembourser. Donc, demandez à vos clients qu'ils demandent sur la facture quel est le mot le plus approprié. Voilà, s'il y a un remboursement possible. Donc, et vous pouvez aller plus loin en disant, voilà, certaines sécu remboursent, certaines mutuelles remboursent quelques séances ou prennent en charge une partie de quelques séances. Vous voyez, au lieu d'être dans quelque chose de fermé, renvoyez vers une ouverture. Et, bien sûr, s'il n'y a pas de remboursement de sécu, on va dire, mais tant mieux, parce que ça serait comme aller chez le médecin. Et chez le médecin, on y va parce qu'on n'a pas le choix. Là, en fait, qu'est-ce qu'on vient, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez expliquer à votre client qu'il investit sur lui, sur sa propre transformation. Est-ce qu'il préfère un remboursement ou est-ce qu'il préfère une vraie transformation? Est-ce qu'il veut que quelque chose ait changé profondément en lui? Repensez à ce relooking. Combien il serait prêt à donner pour retrouver confiance en lui? Combien il serait prêt à donner pour vraiment se sentir propulsé dans sa vie? Donc, plutôt que de dire non, c'est pas remboursé, non, et heureusement parce que… Et puis alors, c'est prouvé, vraiment, c'est prouvé, les gens qui payent leur thérapie ou enfin bref, leur accompagnement sont beaucoup plus investis. Donc, s'ils sont plus investis, ils ont de meilleurs résultats, ils sont fiers d'eux parce qu'ils ont fait des efforts, ils sont contents de vous, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler de vous en bien. Ils vont pas parler de votre tarif, ils vont parler de ce que ça a changé pour eux. Ah non, mais depuis qu'on est allé voir Sylvie, dans notre couple, ça n'a plus rien à voir. Ah, ça y est, avec mon mari, on s'en reparle. C'est de ça dont ils vont parler. Ah, depuis que je suis allée chez Marie-Laure, ça y est, je sais exactement ce que je veux faire comme travail. Ah, elle m'a enlevé une épine du pied, elle m'a fait gagner 5 mois. Et puis ça évite aussi un peu les lapins. Ça évite aussi les lapins, bien entendu, parce qu'un remboursement qui ne se paye pas n'a pas de valeur. Vous n'avez qu'à voir le nombre de lapins chez les ophtalmos, chez les spécialistes, alors que les gens, ils attendent ça depuis 6 mois. Ils arrivent quand même à poser des lapins. Donc, vous allez vous présenter comme un expert spécialiste d'un problème. Et là, vous allez gagner aussi en légitimité. Et soyez vraiment… soyez, je veux dire, ancrés et engagés dans ce que vous faites. N'ayez pas peur de promettre ce que vous pouvez promettre, puisque c'est vraiment cette croyance mutuelle en l'un et en l'autre qui va faire vraiment la différence. Alors, on va rentrer dans une autre question qui est « Je ne suis pas légitime ». Alors pour ça, j'ai fabriqué une formation hier à 999 €. Cette formation, à la fin, je ne vous dis pas le résultat parce que je vais vous le dire, mais je vais vous la faire gratuitement pour vous aujourd'hui. Vous n'aurez pas à payer et je vais vous dire exactement vers quoi elle va vous amener. Est-ce que vous avez envie de cette formation gratuite là ce soir à 999 €? Elle est gratuite pour vous. Oui. OK? Évidemment. Ah bah oui. Bah oui. Allez. Le piège. Non, pardon. C'est parti. Module 1. Premier module, vous allez faire un test et découvrir que vous n'êtes pas légitime. Peu importe la question à laquelle vous allez répondre. Même que vous répondiez oui à tout, non à tout, vous ne serez pas légitime. OK? Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on lâche le module 1 et qu'on passe directement au 2. Le 2, c'est même avec 10 ans de formation, vous ne vous sentirez jamais complètement légitime. Vous voulez le détail ou on passe directement au module 3? On passe au module 3. Je vais vous donner la liste des personnes qui ont attendu d'être légitimes avant de se lancer et qui sont décédées. Voilà. On va dire peut-être paix à leur âme, on va les laisser reposer en paix si vous voulez bien. Ensuite, module 4. Personne ne va descendre du ciel ni vous envoyer un signe de l'au-delà pour vous dire que vous êtes légitime et encore moins vous mettre un tampon ni sur le front ni sur un de vos papiers. Voilà, vous venez d'assister à une formation à 1 000 € qui vous dit simplement que quoi qu'il en
vous ne serez jamais légitime. Pourquoi? Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est uniquement la vie qui va vous apprendre votre légitimité. Ça va être les retours de vos clients. Ça va être les retours de vos confrères. Ça va être un jour quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous dire, je peux avoir un rendez-vous? Oui. Vous êtes envoyé par qui? Ben, je suis envoyé par la psychologue de la maternité. Ah bon? Oui, 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 elle a entendu parler de vous et je suis envoyé par mon médecin traitant. Je suis envoyé par une personne que vous venez d'accompagner. C'est ça qui va faire votre légitimité. Et tout le temps que vous n'êtes pas lancé, vous ne pourrez jamais être légitime. Et même quand vous serez lancé, vous ne vous sentirez pas toujours légitime. Le nombre de fois encore, après toutes ces personnes accompagnées, ou parfois, bien sûr, c'est plus autant qu'avant, et heureusement, maintenant je suis assez à l'aise, mais du coup, je suis obligée de me challenger d'un peu plus. Je suis obligée d'aller chercher des personnes avec encore plus de difficultés, sinon c'est pas drôle. Donc, le nom de cette formation, c'est la vie, en fait. Osez, allez-y. Au pire, si vous vous plantez, vous êtes deux. Ça veut dire que le client, il se plante aussi avec vous. Ça veut dire que peut-être il ne vous a pas donné non plus tout ce qu'il fallait pour l'aider. Et puis, au pire que vous posiez la mauvaise question, vous croyez quand même que vous allez ruiner la vie d'une personne. C'est impossible. Il faudrait vraiment y mettre, du sien ou vraiment pas être équilibré soi-même ou pas être suffisamment formé pour faire du mal à quelqu'un. Votre légitimité, elle ne sera jamais sur un bout de papier. Voilà. Donc, je ne sais pas combien vous êtes ce soir. 19, ça fait 1 900 €. Allez, on passe la liste des gens décédés. 3 questions à vous poser aujourd'hui. Sur une échelle de 1 à 10, à combien vous vous sentez légitime aujourd'hui, là, maintenant, en l'instant T? Je vous invite là à répondre dans le chat avec le premier chiffre qui vous vient à l'idée. À combien vous vous sentez légitime sur 10? 8, Marie-Laure, bien. Cécilie, 8. Raphaël, 9. 6, 7. Ouais, bien. 5, Guillaume, ok. 5. 7. Très bien. Bon, on a un bon panel quand même de légitimité. La deuxième question que vous pouvez vous poser, de quoi avez-vous besoin pour augmenter d'un point ou deux votre légitimité? Non, pas de 10. Il n'y a jamais de 10 dans les échelles. C'est rare que les gens mettent 10. Et si les gens mettent 10, c'est pas bon non plus. Parce que je pense que quand on a une légitimité de 8 ou 9, c'est bien. Au-delà, ça veut dire qu'on n'a plus rien à apprendre. Et ça, c'est pas normal. On a toujours à apprendre. Alors, de quoi avez-vous besoin? D'une belle réussite. Alors, on va dire peut-être, Rachel, une expérience positive avec quelqu'un. De la pratique. OK. Des clients. Oui, mais tes clients, il faut que tu les trouves, Oriane. D'être formé, oui, bien sûr. Ça fait partie quand même. Même si bien sûr, on ne peut pas non plus empiler les formations, il faut quand même un petit peu être formé. De connaissances et d'outils pour Céline, de retour de clients. Ouais. Alors ça, Cécilie, il faut les demander. Ça, je sais que nous, dans la formation, on apprend beaucoup parce que les thérapeutes n'osent pas demander, comme si ça allait être encore presque honteux de dire bah, vous allez mieux depuis que vous venez me voir? Ah oui, il faut leur demander. Qu'est-ce qui a bougé pour vous depuis la dernière séance? C'est souvent, ils ne le savent pas. Souvent même, ils ne le savent pas, ils n'ont pas vu les améliorations. Il va falloir questionner. Alors là, encore une fois, on apprend à questionner pour aller chercher ce que la personne a pu mettre en place et comment on a pu l'aider. Alors, plus d'essence dans la prise de parole pour les vidéos réalisées. OK. Une expérience positive aussi pour moi, des clients plus variés. Voilà. Et bien donc, c'est peut-être si tu as besoin de clients plus variés, il va falloir modifier ta cible et du coup, comment tu t'adresses à ta cible. Plus d'estime de moi. Ouais, alors attention, attention de ne pas tourner en rond. Tu auras plus d'estime de toi quand tu auras commencé à bosser. Donc, attends pas d'avoir de l'estime de toi, sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver là. Il me faut plus de rigueur dans la construction de mon site internet et de mes accompagnements. C'est en cours. OK. Voilà. Et puis, cette dernière question qui est
comment sauras-tu que tu es suffisamment légitime pour commencer ta formation, ou te vendre, ou te rendre visible, ou te lancer, ou ouvrir ton cabinet, ou là, vous mettrez le petit mot qui vous convient. Ces 3 questions, elles peuvent déjà vous aider à avancer en sachant qu'il vous faudra mettre des objectifs. Plus d'estime de soi, ce n'est pas un objectif, hein. Moi, l'objectif pour moi, ça serait de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui t'aiderait à ressentir plus d'estime de toi. Donc, des objectifs qui soient concrets, réalisables, écologiques et mesurables. Mesurables. C'est-à-dire qu'on peut presque les quantifier. Bon, tout ça, hein, bien sûr, ça pourrait faire l'objet de live entier. On pourrait faire un live entier que là-dessus, hein. Allez, je continue parce que je ne sais pas du tout quelle heure il est. Mais alors, une des croyances, si je ne savais pas quoi dire en séance. Alors Yann, quand tu m'auras donné ton tampon de réussite de la formation. Oui, mais en fait, aujourd'hui, c'est parce que tu es engagé, parce que tu es présente, parce que tu travailles. C'est ça que tu es en train de faire. Tu es en train déjà de travailler pour ton estime de toi. Alors, et si je ne savais pas quoi dire en séance? Alors, il y a une chose à comprendre, c'est que mince, attendez voir, je suis un petit peu... Voilà. Alors, ce que vous pouvez vous dire, c'est, et si un client me parle, me livre des choses importantes et que je ne sais pas quoi répondre, et si je me retrouvais coincée, la peur, un petit peu presque, vous savez, comme la page blanche de l'écrivain, la peur là de se retrouver complètement perdu devant quelqu'un qui viendrait nous amener, je ne sais pas, on est peut-être sophrologue, on est conseiller en nutrition, quelqu'un arrive et il nous dit, ben voilà, j'ai été violée dans l'enfance ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des choses que l'on... Oui, c'est ta plus grande peur, Rachel, mais ça viendra. Il y en aura, obligatoirement. Il y en a tout le temps. Les chiffres, il y a France et Françoise qui ont été en formation il y a 15 jours. Vous pouvez nous rappeler les chiffres, France et Françoise? Une femme sur 4. Hein? Une femme sur 4 victime de violences sexuelles. Ah, c'est plus que Un ça. enfant sur 5, un homme sur 6. Ok, je pensais que c'était plus que ça. Ou alors, ils ont modifié leurs chiffres, mais bon. En tous les cas, voilà, vous ne passerez pas au travers, peu importe ce que vous faites comme métier, que vous soyez, peu importe dans quel type d'accompagnement que vous soyez, à un moment donné, cette chose-là va arriver. Donc, et c'est là où il faut faire la différence entre la thérapie et le conseil. Quand on est dans du conseil, on va apporter des solutions et des recommandations. Je pense à votre conseiller bancaire, vous allez le voir avec un problème, il va essayer de vous trouver une solution par rapport à ce qu'il connaît dans son milieu. La thérapie, c'est pas du tout ça. On va pas du tout donner de conseils. C'est pour ça qu'il n'y a pas de risque de n'avoir jamais rien à dire. Peut-être qu'on ne va pas poser tout de suite la bonne question. Peut-être qu'il va falloir du temps pour réfléchir à ce qu'on va pouvoir, comment on va pouvoir accompagner la personne. Mais il n'y aura jamais de blanc, puisque de toute façon, vous n'avez pas spécialement quelque chose à apporter, ni un conseil à apporter. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans le piège du conseil, d'ailleurs. Ce qui est tout à fait contre-productif. Quelqu'un qui donne du conseil, c'est quelqu'un qui a une expertise de connaissances. Je pense par exemple à la nutrition. Quelqu'un qui est formé en nutrition, il a tout un panel de connaissances sur la nutrition, des connaissances très, très théoriques et qu'il va pouvoir apporter à son client qui veut par exemple perdre du poids ou prendre du poids ou je ne sais pas quoi. Et il va pouvoir adapter et personnaliser ses conseils par rapport à la personne. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Un bon accompagnant en psycho, il ne va pas dire quoi faire à la personne. Il va partir de où elle en est. Il va partir de ses ressources pour la guider. Et même si on reçoit la pire des révélations, on va quand même pouvoir accompagner, on va pouvoir avoir à force l'habitude de poser certaines questions et d'explorer avec la personne si c'est le sujet abordé, si ça va faire partie de l'objectif que l'on va travailler
ou pas, parce que parfois, il y a des gens qui vont vous dire, voilà, ils vont vous livrer quelque chose, ils vont dire, mais je ne suis pas prêt à travailler dessus. OK, c'est pas ça. Eh bien, du coup, c'est pas grave, on va travailler autre chose. Mais donc, il n'y a pas vraiment de risque de ne pas savoir quoi dire, si ce n'est qu'il faut avoir appris à bien questionner. Et de par votre apprentissage au questionnement, de par votre posture, de par la manière dont vous allez accueillir avec la personne ce qu'elle vous dit, ça va renforcer votre légitimité puisque là, la personne va vous dire, OK, là, j'ai vraiment affaire à un ou une professionnelle. Parce que dans la vraie vie, si vous dites quelque chose, une révélation, la personne en face de vous, oh là là, ma pauvre, mais et du coup, tu as été porté plainte, et du coup, vous voyez, les gens vont être tout de suite dans des passages à l'action. Quand on est face à un thérapeute qui est formé, il va accueillir la personne, il va accueillir la parole avec la personne, prendre le temps nécessaire pour accompagner l'émotion qui va avec et explorer l'objectif qui va pouvoir sortir de tout ça. Voilà, eh bien, là, je vais plus m'adresser aux personnes qui ne sont pas dans la formation après. Donc, je voulais savoir déjà si, au travers de ces croyances, de la manière dont elles étaient abordées, si, il y a des questions, des réflexions, des choses que vous auriez envie de partager. Alors, oui, c'est ça, Raphaël. En fait, c'est de pouvoir accueillir l'émotion, hein. Quand je parle d'accueillir l'émotion, c'est ça. C'est aussi que le silence, c'est autre chose que de pas savoir quoi dire. Pas savoir quoi dire, c'est souvent stressant. Là, le thérapeute est stressé. Quand il respecte un silence, qui vient en séance, là, en général, c'est parce que c'est un temps, c'est quand même un temps de complicité avec son client. Enfin, moi, je le vois comme ça. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que ça vous a aidé un petit peu je ne sais pas, avancer un petit peu sur votre légitimité, sur votre façon de voir les choses, sur le pouvoir d'achat, sur la guerre en Ukraine? Moi, j'ai un problème avec, moi, je parlais, mais avec l'argent, parce que j'ai l'impression que ça vient contrecarrer mes valeurs. Là, sur Bark, j'ai trouvé un jeune Africain qui s'est fait, il avait déjà pas grand-chose, mais il s'est fait dépouiller de tout, il s'est fait tabasser, il a fini à l'hôpital, il devait renouveler son titre de séjour, ils lui ont volé ses papiers, il peut plus renouveler le titre de séjour. Il n'a pas d'argent pour faire ses papiers. Enfin, il tourne en rond complet. Je l'ai eu, mais je lui ai dit, mais je te l'ai dit l'autre jour, je lui ai dit, écoutez, je vais vous offrir 2 séances. Je ne vois pas, c'est quelque chose vraiment qui me touche au profond, moi, de dire, je ne peux pas lui dire, bah, tu peux pas payer, bah, salut. Je ne peux pas. Alors, je suis pas une sainte, hein. Je Oui, suis pas sainte mais Françoise qui s'exprime, là, mais ouais, tu sais bien que ce sont des histoires de posture. Et bien sûr que tu peux essayer de proposer quelque chose, mais là, tu vas pas changer grand-chose parce que clairement, là, il y a une urgence. L'urgence, c'est pour lui de retrouver ses papiers, c'est pour lui de faire des démarches, c'est pour lui de faire tout ça. Et là, en fait, tu passes dans la posture de sauveur. Et ça, c'est pas la bonne posture. Donc, ça veut dire que, alors là, en plus, bon, bah, c'est en visio, c'est compliqué, il est dans un autre pays et compagnie, mais attention, non, il est en France. il est en Il est France. dans le 94. Ouais, mais attention attention parce que c'est c'est contre-productif en fait. C'est au bout d'un moment, ça finira malheureusement par être contre-productif parce que c'est pas t'es pas là pour sauver le monde, Françoise, tout simplement. Et que cette personne-là, tu vas malheureusement pas faire les démarches à sa place, tu vas rien pouvoir faire de tout ça. Donc, Non, mais je te jure pense à la qu'on a pyramide des avancé. besoins. La pyramide de besoins, c'est que nous, on n'intervient pas en bas de la pyramide. Sinon, là, on n'est pas dans de la thérapie, on est dans du social. C'est pas la même démarche.
Oui, je suis Première, d'accord. première des choses, il faut qu'il aille vers des organismes qui vont pouvoir l'aider. Donc, à la Oui, limite, tu peux passer du temps un petit peu, si tu veux, à l'orienter vers des organismes qui vont pouvoir l'aider. Mais ça va bah, s'arrêter c'est là. ce que j'ai fait. On ne fait pas de la thérapie sur des personnes qui n'ont peut-être pas de toit sur la tête ou pas à manger dans l'assiette. C'est pas l'urgence. Mm. Et, Ça fera pas avancer. et ça, parce qu'il ne sera pas disponible pour travailler sur lui. Parce qu'il ne va pas être disponible pour lui et il ne pourra pas investir sur lui, même si c'est qu'un tout petit peu. Et ça, là-dessus, pour Oui, moi, mais c'est des tu choses vois, si tu Mm. voilà, ou mets-toi au service d'une association, auquel cas. Mm. Tu vois, tu peux donner du temps dans une association, mais c'est cadré. Parce que là, toute seule en libéral, franchement, à un moment donné, tu vas donner de l'énergie, tu vas rien recevoir en échange, et c'est une dette. Et tu le mets en dette. Mais tu vois, je l'ai quitté, il rigolait. Ben, moi, ça, tu vois, je me sens. Enfin, c'est mon salaire. Je me suis dit, ben, c'est pas avec lui que je vais remplir mon porte-monnaie, mais je sais pas, tu vois, je l'ai quitté, je lui ai sorti des conneries, il rigolait, et s'il était plus léger quand même quand on s'est quitté, ben moi rien que Bien pour sûr ça, je suis qu'il est plus contente. léger, mais bien sûr qu'il est plus léger, bien sûr que ça lui fait du bien, mais là n'est pas la question, Françoise. Là n'est pas la question. La question, c'est qu'à ce moment-là, tu aides finalement. Et qu'est-ce que tu attends de lui? Tu attends obligatoirement qu'il aille mieux. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est que du coup, il te donne ce que tu attends. Mais du coup, qui fait la thérapie de l'autre en fin de compte? Mais non, mais parce qu'on a quand même posé des tâches, tu vois, avant la fin, donc avant de se quitter. Hum, hum. Eh bien, écoute, moi, je te laisse expérimenter avec plusieurs personnes dans la gratuité. Et puis un jour, tu verras, on en reparlera. Mais peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans. Et tu me diras si tu penses toujours la même chose. Mm. Parce que un jour, mais c'est sûr, ça arrivera forcément, un jour, tu vas voir quelqu'un qui va vraiment pas te respecter. Et ça arrivera parce que à ce moment-là, toi, tu donnes de ton temps, de ton énergie, de ton expertise pour un sourire. Moi, je trouve que c'est OK, mais en lien avec un cadre ou une structure qui peut être, par exemple, le biais d'une association. Mais en libéral chez soi, euh, au bout d'un moment, tu risques aussi de te retrouver avec plein de gens qui vont être perdus et qui vont venir te voir parce qu'ils ont entendu que toi, tu ne faisais pas payer. Qu'est-ce que tu vas renvoyer aussi aux thérapeutes qui sont aux alentours de chez toi, dans le réseau? Tout ça, c'est notre place en fait. C'est pas plus un thérapeute. Oui, ça c'est du social. On n'est pas, pour moi, on n'est pas dans de la thérapie. Dans le social, il y a des assistantes sociales, il y a des lieux pour ça qui sont gratuits, destinés justement à ce type de personnes. Après, tu fais comme tu veux, hein. Moi, je fais forcément, moi, tu fais comme tu veux. Mais je pense qu'il y a des lieux pour ça. Et je pense que c'est bien parce que dans un lieu pour ça, il y a aussi l'équipe. Sylvie dit, tu vois, je fais du bénévolat dans une association contre le cancer. Voilà. Parce qu'il y a une équipe derrière, parce que tu vas pouvoir discuter avec d'autres personnes, parce que, il y a tout ça. Là, aujourd'hui, toi, tu vas charger. Tu vas charger et au final, qui va t'aider, qui va t'écouter. Parce que à chaque fois que vous travaillez, que vous faites payer, ça paye votre maison, votre nourriture et tout ça, mais ça paye aussi votre supervision, qui, je le rappelle, est essentielle. Donc, mais ça, pour moi, c'est la posture du sauveur. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est pas acceptable dans le cadre de la thérapie. Ça, on en a déjà parlé là-dessus. Et je sais que pour toi, c'est difficile de voir les choses comme ça. Mais pour moi, c'est pas satisfaisant. Et pour moi, c'est pas une bonne posture. Et tu verras que tu auras des déboires. Mm. Et ça, et ça fait mal hein, quand on a des déboires. Hein.
Parce que moi, je pourrais t'en raconter pas mal, hein, des comme ça. Je pourrais t'en raconter pas mal. Parce qu'il n'y a pas de valeur perçue, en fait. À partir du moment où toi, tu ne te donnes pas ta valeur perçue. J'avais une maman pour qui j'accompagnais le gamin. Le gamin allait très, 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 très mal. Il était harcelé, tout le bazar, enfin bref. Et donc, elle, elle m'amène qui avait 18 ans, hein, il avait 18 ans, et je commence à l'accompagner. Il y avait une grosse problématique de vraiment un peu de fusion avec la mère. C'était un peu une famille un peu pathologique. Et je l'accompagnais comme ça quelques séances. Et au bout d'un moment, cette mère de famille qui était seule avec ses deux enfants, qui était professeure elle était prof, mais en libéral, tu vois, elle était pas. Et elle tombe malade. Elle tombe malade, elle a un cancer, ce qui fait qu'elle a quasiment plus de revenus. Donc, c'est vraiment la tuile pour elle. Mais elle voulait pas que son garçon arrête le suivi avec moi. Et donc, je lui ai proposé, je lui ai demandé, je lui ai dit combien vous pouvez me donner. Et elle me dit, à cette époque-là, je devais avoir des tarifs à 55 euros. On est surpris d'ailleurs, hein. Ne donnez jamais de tarif à quelqu'un. Demandez-lui combien il peut donner. Vous allez voir, vous allez être surpris. C'est souvent au-dessus de ce que vous auriez proposé. Et elle me dit, si c'était 35 euros, je pourrais vous le donner. Toi, c'était pas finalement beaucoup moins, 20 euros. Et donc, je commence à faire des séances avec ce garçon à 35 euros au lieu de 50 ou 55 à l'époque. Et je fais une séance, deux séances, trois séances, quatre séances, cinq séances. Et puis ça dure comme ça, 6 mois. Elle se remet de son cancer, elle retravaille, elle va bien. Et au bout d'un moment, je lui dis, bah, écoutez, là, votre vie a repris le cours normal. Il serait peut-être temps qu'on réintroduise le tarif normal. Et, euh, et là, je ne l'ai plus jamais revu et le gamin non plus. Voilà. Dès comme ça, je peux t'en raconter un paquet. Et si j'étais la seule, je me dirais, ça vient de moi, mais c'est pas le cas. Et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'à la fin, non seulement le gamin, eh ben, on n'a pas pu se dire au revoir. Elle a coupé net quelque chose qui était installé depuis longtemps et franchement, il y avait du boulot parce qu'on était quelque chose qui allait prendre forcément plusieurs années. Non seulement elle a fait ça, elle a coupé ça et en plus, moi, c'est presque moi qui se retrouvais avec un peu la honte, tu vois. La honte d'avoir redemandé un tarif normal. Et ça, je te promets, j'espère que tu n'auras jamais à le vivre. Vraiment, hein, je te le souhaite. Je te le souhaite. Et c'est pas pour essayer de te convaincre, mais c'est la réalité. C'est la réalité. J'avais des collègues psychologues, ils suivaient une gamine, pareil, qui était vraiment. Alors forcément, hein, c'est des gens pour qui ils n'ont pas de chance. C'est catastrophique ce qui leur arrive dans leur vie. On a l'impression que le sort s'acharne sur eux. Et je me rappelle de ce couple de psychologues qui avait suivi une gamine. Il l'avait suivie pendant 1 an gratuitement. 1 an gratuitement. On laisse imaginer quand même ce que ça représente en termes de tarifs. Et un jour, comme ça, ils lui disent, bah, tu veux faire quoi comme métier? Elle leur dit, bah, moi, j'aimerais bien faire comme vous, j'aimerais bien être psychologue. Ah bon? Bah, ah oui, alors il était super content. Il dit, j'ai réussi à lui transmettre. Et il lui dit, bah, pourquoi? Bah, parce que c'est cool, on passe sa journée à rien foutre et juste à discuter assis sur une chaise. Voilà. Mhm. Tu vois, c'est pas grand-chose, hein, en soi. C'est pas des gens qui vont te faire des vacheries ni quoi que ce soit. Mais quand même, c'est dur ça, hein. C'est dur après 1 an d'accompagnement. Comment tu te sens derrière ça? Bah, tu sais, tu te sens un peu, excusez-moi du mot, mais tu te sens un peu une merde en fait, hein. Tu te sens un peu une Oui, merde. mais tu vois, le gars, l'Africain là en question, je lui ai dit, je vous donne 2 séances. Tu vois, j'ai cadré. Je lui ai pas dit, je vais vous accompagner à vie. Enfin, à vie, évidemment, non. Le cadre est déjà très, très bénéfique. Mais méfie-toi de ne pas attirer ce genre de personnes. Ah, et voilà, il faut que toi, tu changes ton état d'esprit pour attirer aussi d'autres personnes. C'est vraiment, ça peut être un objectif à part entière. Raphaël, j'ai une personne qui a vu un cadre défini sympathique et a commencé à m'envoyer des mails, des textos, comme si je devais répondre à ses appels. Bah oui, ça fixe pas la limite parfois. Et répond à chaque mail comme une analyse. Elle m'a accepté que je remette un cadre. Ce n'est pas des apéros guidance thérapie, mais un véritable travail. Est-ce qu'en mettant le cadre, comme quoi c'est une situation exceptionnelle que quand ça rentre dans l'ordre, ça revient? Oui, mais tu vois, c'est ce que j'avais fait avec cette maman. Mais pour autant,
il y a toujours le fantasme de je vais continuer à pas payer mes consultations, quoi. C'est pas, ou pas au prix. Le problème, c'est qu'une fois que l'être humain est quand même un petit peu ingrat, hein. Faut pas se voiler la face, hein. Enfin, je veux dire, si quelqu'un, le nombre de fois où moi j'ai fait ça, jamais les gens m'ont dit d'eux-mêmes, je vais repayer le prix normal. Jamais, jamais, jamais. Et je l'ai fait plein de fois. Et Eh ben, jamais tu ils vois, reviennent moi, d'eux-mêmes. à l'inverse, en soins esséniens, ça m'est arrivé 3 fois qu'on me donne plus que ce que je demandais. Oui, mais alors tu vois, mais peut-être parce que tu mets plus de valeur perçue aussi dans ce que tu fais. Reconnecte-toi à ce que tu fais, ce que tu donnes, à ta légitimité. Tu vois, Mm. peut-être qu'en psychopratique, ta légitimité n'est pas encore suffisamment assise pour pouvoir renvoyer aux autres que c'est un travail. En attendant ta formation, tu l'as payée. En attendant toutes ces heures que tu passes, c'est pas gratuit, c'est de l'investissement. Sache que le temps, ben voilà, on le dit toujours, le temps c'est de l'argent, mais c'est une réalité. Donc, c'est du respect de toi-même, en fait. C'est pas de la vénalité, hein. Faut pas tout confondre, hein. C'est pas vénal du tout, hein. Non, moi, je vois pas ça vénal, mais Mm. j'ai tellement le truc de me dire, mais je suis très utopique, hein, utopiste, de dire, euh, moi, ma vision de la vie, c'est qu'on devrait être là les uns pour les autres. Tu vois, il y en a un qui va avoir une compétence en menuiserie. On fait ça, nous, avec des amis, hein. Tu vois, on s'échange des services, enfin, tout le monde fait ça. Mais Ben, écoute, tu peux, hein, mais moi, je vais te dire, des idéalistes, j'en ai plein mon cabinet, hein. C'est pas les gens qui vont bien, hein. Par contre, des chefs d'entreprise qui sont bien installés dans leur truc, ils viennent pas dans mon cabinet, ceux-là. Mais ouais, c'est beau, mais bon, voilà, c'est bien sûr, moi aussi, je peux partager ça, mais il faut quand même pas perdre de vue l'essentiel. Et si je m'autorise à être un petit peu provocatrice et un peu aller vous chercher, c'est parce que malheureusement, chez les thérapeutes, il y en a plein qui gagnent pas leur vie. Voilà. Le jour où tu gagnes ta croûte et que tu veux donner du temps, eh ben, donne-en, mais gagne ta croûte avant. Fais-toi les dents hum, et sois sûr que tu remplis ton cabinet et que tu remplis pas ton cabinet par des gens qui n'ont pas les moyens. Parce que quelque part, c'est un petit peu tronqué, moi je trouve. hum. Oui, Guillaume. Mais moi, j'ai deux, pardon, j'ai deux choses qui me font rebondir par rapport à ce que disait Françoise. C'est que la première chose, c'est que l'argent, c'est une énergie, et donc du coup, quand on donne dans un sens, c'est normal de recevoir dans l'autre. Et comme disait Françoise tout à l'heure, quand elle disait, bah voilà, il y en a un qui a des compétences en menuiserie, l'autre, il a des compétences en ceci. Mais même dans le troc, en quelque sorte, il y a un échange, et même si c'est du troc à plusieurs, il y a toujours un échange. Donc c'est vrai qu'on est quand même toujours supposé recevoir quelque chose en retour qui nous soit, qui soit un peu utile. Et il y a une autre aussi, moi je me suis un peu réconcilié avec cette notion de recevoir de l'argent quand je faisais des séances aussi. C'est que par rapport au shiatsu, justement, on est là un peu pour remettre en circulation les énergies dans voilà, dans le corps de la personne, ou alors on fait circuler voilà, dans les méridiens et tout. Et en fait, c'était une amie, donc je voulais pas qu'elle paye. Donc elle me dit combien je te dois. Je lui dis bah rien. Et puis elle me dit bah si, parce que si je ne te donne rien, ça me bloque. Et je me suis dit bah. Mais c'est drôlement dommage d'un côté de dire bah tiens je t'ai fait une super séance. En plus j'étais content de ma séance, du coup je dis bah j'étais hyper content t'es content de ta séance, tu lui as fait un travail super, ou elle ça lui a fait du bien, tu sens que ça lui a bien remis en circulation, et puis elle va se sentir bloquée, elle, et finalement la séance, elle va perdre ses bienfaits parce qu'elle n'aura pas pu en échange, du coup, donner quelque chose en retour. Et du coup, je me suis réconcilié avec cette idée d'argent. Et comme tu disais tout à l'heure, Catherine, euh, le fait que le fait de rien demander finalement en retour, euh, ça crée de la dette pour la personne qui reçoit ce qu'on lui donne, nous. Et du coup, ça, c'est pas juste non plus du point de vue de l'univers, si on peut parler de ça. Voilà.
Et puis, Alors, quand comme tu as des enfants, par exemple, et que tu leur fais un cadeau, tu les mets dans la dette? Bah, les enfants, c'est une autre, bah oui, c'est pas une autre sur du posture. professionnel là. Mm. Là, on parle c'est le fait d'avoir une attitude professionnelle en fait. Oui, mais alors, par Quand un rapport à la client femme, part, il a payé, on ne se doit plus rien, ni lui ni moi. Voilà, c'est payé. Je lui ai donné de mon temps, il m'a donné de l'argent, on ne se doit plus rien, on est quitte. Par contre, s'il ne m'a pas payé, eh bien malheureusement, je l'ai mis en dette. Mm. Et ça, c'est une attitude de sauveur, ce n'est pas une attitude professionnelle. Après, tu fais comme tu veux, bien entendu, je te le dis, chacun fait comme il le sent. Mais en tous les cas, moi, je cautionnerai jamais ça. Je le cautionnerai jamais parce que même ça fait partie des apprentissages des personnes qui sont psychologues, psychothérapeutes, psychiatres. Ça fait aussi partie de leur apprentissage. C'est comme ça, c'est un métier. Et un métier, ça se paye. Euh, peu importe si on sert juste une vis. Oui, Raphaël. Oui, merci. Alors, je vois qu'il y a des collègues énergéticiens ici, donc c'est très bien. Moi, je vais juste expliquer l'approche aussi que j'ai eue, que ce soit pour moi hein, aussi ou d'autres personnes, en analyse transgénérationnelle où l'argent se situe dans l'histoire familiale. Quel impact ça a eu aussi dans notre histoire, dans comment on s'est construit, parce que l'argent, elle a très bien dit Guillaume, l'argent est une énergie, l'argent est souvent lié à la symbolique du père. Donc il faut voir aussi dans son histoire quel rapport on a avec notre père. Et il y a un très beau livre que je vous conseille, si vous ne connaissez pas. Alors, on connaît tous le fameux triangle de Karpman, hein, victime, sauveur, bourreau. Mais aussi, il y en a un autre qu'on connaît peut-être moins. C'est argent, sexe, pouvoir. Ah, on voit plus là. On Ah, voit j'en ai plus. entendu parler, oui, de ce film. Ça me dit quelque chose, ça. Voilà. On ne voit pas la vidéo, évidemment. Je vais couper je vais couper le filtre. Voilà. Sexe, pouvoir et argent. Et c'est très intéressant. Alors après, il y a des exercices aussi pratiques, hein, mais aussi c'est très utile justement de se comprendre pour voir aussi comment ça nous impacte dans notre vie et quel goût a l'argent aussi. Il peut y avoir aussi dans la famille, il peut y avoir des malversations, des spoliations. L'argent est lié aussi parfois à de l'amour ou de l'amour caché, des choses qui ont été cachées. Donc c'est vraiment, en analyse, c'est vraiment très très intéressant et je vous invite tous évidemment à travailler sur le sujet parce que c'est très complet. Merci. L'auteur du livre, demande Rachel. Ah, tu me mets dans le chat. Ok. Voilà. Après, alors je voyais le même impact émotionnel que l'amour de l'argent. J'ai pas compris ce que tu avais mis, Oriane. ah, c'est l'exemple dit, ouais. En psychogénéalogie, l'argent a le même impact émotionnel que l'amour de l'argent. On dit souvent l'amour, on a l'amour de l'argent. Ben, en fait, émotionnellement, on a ça a exactement le même impact. L'argent a le même impact en fait que l'amour. Mhm. En psychogénéalogie, par contre. Mhm. Corinne, il faut simplement savoir être psychopraticien, c'est un métier humain. Je trouve dommage d'être psychorigide. Parfois, le pouvoir du cœur, tu le mets où? Mais on n'est pas dans le cœur, là, justement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il ne faut pas tout mélanger. Quand on est dans le travail, pourquoi les gens viennent nous voir? Parce que justement, nous n'avons pas l'affect. C'est ça qui nous rend neutres, c'est ça qui nous rend objectifs. Et les gens ne viennent pas pour qu'on les aime, ils viennent pour qu'on les aide. Et c'est parce que justement, on ne les aime pas. Quand je dis aimer, on ne les aime pas comme nos maris, nos enfants, nos sœurs, nos frères. C'est parce que justement, on n'a pas de lien de parenté ni d'amitié avec eux qu'on est en capacité de les aider. Il n'y a pas de cœur, en fait. On ne parle pas du cœur, là. On parle de
comment guider une personne et rester justement affectivement détaché pour pouvoir continuer à l'aider. Le jour où on aime trop son patient, le jour où on est engagé avec lui, il n'est plus notre patient. Ni plus ni moins. Il ne peut plus être notre patient. Combien de couples se sont formés comme ça, des psychologues qui sont tombés amoureux de leur patiente ou patients de leur psychologue, c'est terminé. Il n'y a plus de thérapie. Donc, c'est là où vous mélangez tout. Et c'est là où c'est important de considérer que c'est une profession. Sinon, on est juste un ami. Et auquel cas, là, ok, on se fait pas payer. On ouvre le bar, on y va, allez-y, servez-vous, et c'est ok. Parce que chez moi, j'accepte que j'accepte que mes amis ou ma famille se servent dans le frigo. Par contre, si c'est quelqu'un qui vient avec qui je travaille, je ne vais pas accepter qu'il se serve dans le frigo. Parce que c'est pas ça notre relation. Et c'est important de comprendre que c'est deux choses différentes. Et c'est pas parce qu'on fait ce métier-là, parce qu'on aime aider les gens, qu'on doit se déposséder. Et à chaque fois qu'on accompagne gratuitement, quelque part, on se dépossède de notre énergie. Moi, une seule fois, ça marche, on m'entend, je sais pas. Je sais pas si vous m'entendez. Oui. Les seules fois où j'ai fait des géobiologies gratos, c'était pour des amis. Et derrière, je leur demande, bah, surtout, vous me faites un retour, savoir un peu. J'attends encore. Voilà. Et maintenant, moi, quand je vais faire une géobio, je me suis dit, ma valeur, elle est de temps. Je me déplace plus en dessous de tel montant. Voilà. J'ai des montants minimum et j'ai des gros maximums. Et n'oubliez pas que l'argent que vous gagnez sert à vous acheter les livres qui vont vous aider encore à augmenter votre pratique. L'argent que vous gagnez va vous permettre de vous payer encore des formations. En fait, c'est pour pérenniser votre travail. Je sais, hein, c'est toujours un grand débat. Hein. C'est toujours un grand débat, la relation à l'argent. Peu importe, l'essentiel, c'est de pouvoir se dire que ça avance un petit peu à chaque fois. Voilà, sentez-vous suffisamment, j'allais dire, voilà, c'est votre valeur. Reconnectez-vous à votre valeur. Et ça, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus évident. Et vous n'aurez de moins en moins envie de faire des choses gratuitement ou à bas prix. Parce que vous y trouverez, vous comprendrez de plus en plus que c'est votre valeur que vous vendez. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux choses à différencier. C'est la valeur humaine qu'on se donne et la valeur de psychopraticien. Oui, si tu veux. Moi, le gars, quand je l'accompagne, je sais très bien que je ne vais pas valoriser le côté psychopathe, mais effectivement, je lui ai donné des noms d'assos parce que notre voisin est, comment on dit, travailleur social, éduc. Et il est éduc de rue, donc tu vois, je lui ai demandé, le gars, je lui ai envoyé des trucs, et il m'a dit qu'il était content parce qu'il allait aller les contacter. J'ai bien compris que je faisais plus office de social là que de psychopathe. Ben oui, mais enfin, voilà, on va pas retourner tout dans tous les sens. La solution, Oriane, tu dis, serait d'avoir son travail de psychopathe qui est payant et donner de son temps dans une association. Ouais, mais si on a envie. Moi, clairement, je suis pas association du tout. Donc, moi, clairement, ça m'attire pas du tout. Mais si ça permet de trouver son propre équilibre, c'est OK. Si on a besoin de ces étapes-là, c'est OK. Mais sache quand même que le mec qui fait son pain tous les jours, il se dit pas en plus je vais aller travailler bénévolement pour les Restos du Cœur, à aller refaire du pain encore au Resto du Cœur. Il se dit pas ça, le mec. Mais personne se dit ça, en fait, à part les thérapeutes. Toujours et encore. Pourquoi encore donner? Tu verras. Moi, je peux vous assurer qu'après une journée de boulot, même ma famille le sait, souvent, ils peuvent même pas me parler le soir. Je suis plus en capacité de recevoir mais des fois, aucune parole. Ils me parlent, ils me disent, tu ne nous écoutes pas. Ben non, je ne vous écoute pas. Parce que j'en ai entendu toute la journée, parce que je ne peux plus en entendre. Donc, il ne faut même pas me parler d'association. Mais si pour vous, ça équilibre, c'est OK. Il faut que ce soit propre à chacun. C'était la solution que je proposais à Françoise. Hein. C'est Ça pas peut. forcément pour Et moi. Mais si ça peut lui convenir. Voilà. Peut-être que ça peut être une étape pour bien intégrer. Peut-être.
Et Catherine qui ne parle plus, c'est fort. Oui, c'est vrai qu'en général, quand je parle plus, c'est pas bon signe, hein. Là, c'est qu'on a atteint l'énergie des livres qui stagnent, on en parle. Il y en a plein qui attendent ma lecture. Ah, j'ai pas compris, Raphaël. Voilà, Bah, en fait, il y en a tellement qui m'intéressent. Euh, J'en ai acheté plein, là, par exemple. Donc, il y a Bruno Clavier, Les fantômes familiaux, la psychogénéalogie, et un livre sur les constellations familiales. Et en fait, bah, tu commences, et, enfin, il y en a plein, et bah, tu n'as pas le temps. Ah ben ça, oui, oui, ouais. Moi, j'ai fait à un moment donné, juste après, je sais plus quelle formation, j'ai fait un rejet des livres. J'ai pas pu lire de livres professionnels pendant au moins plus de 5 ans. Plus de 5 ans sans pouvoir lire. Tellement j'avais fait un rejet. Donc, je sais bien. Ça fait quelques années que j'arrive à relire, mais ça a été long. Ça a été long. Donc, ouais, ouais, faut ça. Vous voyez, c'est quand même tout. Même quand on lit, c'est de l'énergie quand même, hein. Même si on y prend plaisir, c'est de l'énergie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut sous-estimer. C'est que, mais parce qu'on vit tellement de plaisir, on sous-estime l'impact que ça va avoir sur nous. Bon, voilà mes petits loups. Il est 21h40, hein. On va peut-être se libérer mutuellement. Ben, Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ce live débat vous aura permis Là, je crois que de toute façon, on n'a plus que des élèves, hein, à cette heure-ci. Non. Et c'est qu'on a d'autres. Oui. Ah non, Virginie. Virginie, Oui. Ah. elle est là, Virginie. Virginie, elle est rentrée hier dans la formation. bienvenue Virginie. Alors, hop. Bon courage Oriane, avec le petit qui vomit. Oui. Ah, si ça vomit, il faut y aller, hein. Là, c'est une urgence. Il reste que- Alors, Virginie nous dit au revoir. OK. Allez. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour tout, Catherine. vous mettez ça Bonne juste- soirée tout le monde et Merci à merci tous. Catherine, à bientôt. Bonne Bon. soirée. Allez, ce live, il sera remis à la fin de la formation, de toute façon, dans le module 7. Je le mettrai avec tout ce qui est visibilité, des choses comme ça, il sera remis à cet endroit-là. Voilà, à bientôt. À bientôt. À lundi, Bonne pour soirée. ceux qui seront là, à lundi. Ciao. Alors, on va arrêter l'enregistrement.